Parlons un peu maintenant d'un thème qui est de plus en plus à la mode et aussi de plus en plus usurpé, qui est le thème de l'écologie. Nous avons la joie d'accueillir Philippe Murer, qui est économiste et qui s'intéresse aux questions de transition énergétique et de transition écologique depuis longtemps. Il vient de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle Transition écologique. Il est passionnant, je vous invite à le lire. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Murer. Mes chers compatriotes, je ne vais pas que vous parler d'écologie parce qu'il y a d'autres mouvements importants en France, mais je pourrais en discuter aussi avec vous si vous voulez prendre un peu de temps après cette réunion. Pardon ? Plus proche du micro. Pardon. C'est un vrai bonheur de vous retrouver, en tout cas pour cette réunion d'été. En plus, il y a nombre d'amis, nombre de patriotes français qui ne renonceront jamais et ça fait du bien en ces temps. Nous devons avouer que nous sommes tous des Gaulois réfractaires. Oui, nous sommes tous réfractaires à la dissolution et à la déliquescence de la France telle que nous le voyons. En plus de 1000 ans d'existence, notre pays a connu beaucoup de périls, beaucoup de dangers. Il s'est toujours relevé, il se relèvera une fois de plus. Nous avons vécu une crise sanitaire catastrophique, gérée n'importe comment par le gouvernement Macron. Avec la crise sociale et économique qui vient, la France devient un pays polytraumatisé. Les maux de notre pays ne cessent de s'amplifier. Chômage de masse, précarisation, désindustrialisation, école à l'abandon, flux d'immigration continu et manque d'assimilation. Tentative aujourd'hui de désintégration de la République française sous les coups de boutoir d'un racialisme médiatique. Insécurité, violence et enfin une classe politique qui n'est capable que de communication et incapable de tenir les commandes de l'État. Qui plus est, la corruption, un des plus grands dangers pour tout pays, est galopante et chacun de nous la voit s'étaler au grand jour. Notre pays est polytraumatisé, mais il est aussi polyfracturé. Et ce, de façon volontaire par un système qui n'a plus que ça pour tenir, qui attise les tensions et les divisions du peuple français pour continuer à tenir. En fait, nous sommes à la fin d'une période, d'un règne, d'une idéologie qui roule vers l'abîme. C'est le dépassement des nations par le supranational, le sans-frontiérisme en tout domaine, l'ultralibéralisme qui n'est que le pendant économique de l'individualisme, le prétendu progressisme qui déracine les individus en prétendant les libérer. Nous subissons la mondialisation sauvage, la destruction de notre État-nation, les flux d'immigration de peuplement, des individus fragilisés à tout point de vue. Un individu qui n'a pas d'enracinement, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de pays, ne peut qu'être fragile. La phrase de Gramsci sied à merveille à cette fin de cycle. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Nous le savons, la France a déjà connu cette trahison des élites qui laissent la nation sans défense et le peuple désemparé. Toujours dans l'histoire de France, des personnages providentiels ont sauvé notre pays. Pendant la guerre de 100 ans, ce fut Jeanne d'Arc, fille du peuple, donnant souffle et espoir et combattant à la bataille d'Orléans avec les soldats. Ce fut le point de départ de la défaite des Anglais et de la reconquête du pays. En juin 1940, la majorité de la classe politique française s'abandonne à la capitulation face à l'Allemagne. Charles de Gaulle part à Londres pour continuer la bataille. Un mois plus tard, rappelons-nous, 80% des députés de gauche, du centre et de droite votent pour donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, donnant ainsi le coup d'envoi de la collaboration d'élites politiques françaises avec l'Allemagne nazie. N'oublions jamais cela, Charles de Gaulle sentit vainqueur de l'histoire contre toute la classe politique de cette époque. De Gaulle et ses hommes, la résistance française, sauvèrent ainsi l'honneur de la France. Le peuple de France s'est toujours relevé de ces douloureux épisodes. Ce sera encore le cas cette fois. La nouvelle trahison vient de loin. La France est trop petite, nous disait une droite orléaniste incarnée par Valéry Giscard d'Estaing. La France est coupable, nous disait une certaine gauche qui voulait faire supporter au peuple français
le propre poids de son infamie de 1940. Ce n'est pas à nous de supporter cette infamie, c'est eux et cette oligarchie qui a voté pour les pleins pouvoirs et la capitulation. Ces mots, pour dénigrer la France, avaient un objectif: faire accepter coûte que coûte aux Français de plonger dans les bras de l'Union européenne et de renoncer à leur nation. Marie-France Garot le pressentait en écrivant le discours de l'appel de Cochin en 78. Tout nous conduit à penser que derrière les mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. 40 ans plus tard, cette vision est évidemment prémonitoire. Le gouvernement n'a plus aucun pouvoir et chaque jour, une scène de théâtre se rejoue devant nos yeux. Des hommes politiques font semblant de gouverner le pays, d'essayer de sortir de l'ornière dans lequel il est tombé, alors qu'ils ont abandonné presque toute souveraineté au commissaire de Bruxelles. Pour relancer l'économie française après la crise sanitaire, il faut ainsi payer une rançon de 100 milliards d'euros à Bruxelles pour pouvoir en avoir 40 milliards pour nous. Et certains osent appeler cela un plan de sauvegarde de la France. En nous privant de patrie, en nous privant de notre roman national, de notre histoire, de notre culture, de notre identité, ces dirigeants essayent de nous affaiblir, de nous priver de la grande famille qu'est la France. Ce bloc-là, dont je vous parle, c'est un des grands piliers de tous ceux qui aiment profondément la France. Il regroupe les problèmes de flux d'immigration, de perte d'identité, d'insécurité grandissante, de fracturation de la communauté nationale. En privant la France d'emploi, avec un modèle économique et social destructeur depuis 40 ans, ces prétendues élites mettent en danger la vie de millions de familles françaises. Quel choix pour les jeunes aujourd'hui? Pédaler pour amener des repas à quelques privilégiés, rouler dans un VTC pour un salaire de misère en tant qu'auto-entrepreneur, et pour ceux qui ont la chance, travailler dans une grande entreprise qui n'est gouvernée que par et pour la finance. Pour les plus vieux, c'est l'angoisse du chômage post-50 ans et de jamais atteindre la retraite. La médiocratie est en marche, elle est en marche partout, non seulement au sein des élites politiques, mais parfois au sein des élites économiques. Et ceux qui travaillent dans le privé savent parfois ce dont on parle là-dessus. Le problème économique et social, la possibilité d'avoir un revenu pour vivre ou survivre est forcément un pilier fondamental de notre projet politique. Aujourd'hui apparaît une bouée de secours d'un système incapable de délivrer un résultat positif. Ils ont choisi l'écologie. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie vierge et ils espèrent que ça sera leur nouveau souffle. En fait, c'est un nouveau soufflet de communication qu'ils veulent nous imposer. Leur écologie aura bon dos, elle permettra au système de vous dire « Ne vous plaignez pas de voir votre niveau de vie baisser, d'être parfois déclassé, vous sauvez ainsi la planète. » C'est le message que vous entendrez. C'est une écologie individuelle, une écologie de taxation, d'interdiction, des beaux quartiers. Elle permet d'isoler les riches des grandes villes, des banlieues et des périphéries, tout en fournissant d'ailleurs aux plus aisés une bonne conscience. Pourtant, ce que je porte, et ce que nous pouvons tous porter, je pense, c'est une écologie gaulliste, populaire, qui est possible et même souhaitable. Pourquoi? Parce qu'elle est bénéfique à la fois à l'environnement et à l'économie et à l'emploi. Son objectif, c'est difficile de parler en quelques mots, mais l'objectif est de remplacer des produits polluants et parfois jetables par des produits non polluants et durables. Et cela sans faire baisser le niveau de vie de chacun. Elle nécessite évidemment un protectionnisme intelligent, une préférence nationale, les relocalisations qui en découlent, et bien entendu un plan gaulliste pour réorienter et financer les investissements vers les nouvelles filières. Tout ce qu'il est évidemment impossible de faire quand on est dans les tentacules de la pieuvre de Bruxelles. Cette écologie constructive et patriote que je défends est un autre pilier fondamental dans un projet pour la France. Et je nous incite tous à jouer au judo avec nos adversaires et démontrer aux Français que notre projet est plus puissant que le leur, même sur la défense de l'environnement, thème qu'ils ont choisi et qu'ils vont imposer. Alors chacun de nous a une sensibilité politique différente. Certains pensent que le projet le plus important,
c'est celui des flux d'immigration, de l'identité, et qui est évidemment complètement indissociable de la souveraineté. D'autres pensent que le projet le plus important à défendre, c'est d'abord l'économie et le social. Monsieur Barnaba nous l'expliquait, on sent que c'est sa sensibilité. Cela nécessite, nous le savons tous, de retrouver l'entière possession de notre souveraineté pour un changement radical de modèle économique. D'autres enfin pensent que le plus important, c'est de préserver notre milieu de vie, notre patrimoine naturel, nos écosystèmes et de défendre notre environnement. Cela nécessite tout autant de retrouver les pleins moyens de notre souveraineté. Aucun d'entre nous ne donne la même priorité à ces trois piliers. Flux d'immigration, identité, économie sociale, écologie. Pourtant, je pense que vous serez d'accord avec nous, chacun d'entre nous les défend. J'ai vu tant de souverainistes se disputer en expliquant que défendre son pilier nécessitait d'oublier les deux autres. Nier les préférences de ses frères en politique, c'est la voie assurée vers la défaite et l'échec, et il ne faut pas qu'on aille vers ça. Pour certains, défendre ces idées nécessiterait même d'oublier la souveraineté pour sauver la France, alors que la souveraineté est l'instrument même de notre sauvegarde. Au contraire, rassemblons-nous car nous défendons au fond les mêmes idées, le même grand projet pour notre pays. Mieux, toutes ces idées passent par la souveraineté de la France et l'indépendance nationale que nous voulons tous ardemment. Cependant, soyons-en conscients, la politique a engagé trop de trahison, trop de déception et parfois même de la résignation. Les Français attendent que nous oublions tous notre ego pour porter un projet collectif, une plateforme, un parti souverainiste où tous seront rassemblés. Ils ne supportent plus le sectarisme, ceux qui ne jurent que par la gauche, ceux qui ne jurent que par la droite. Ils veulent un rassemblement de tous ceux qui veulent défendre avant tout la souveraineté et l'indépendance nationale. Parce que comme nous, ils veulent gagner et souhaitent ardemment le renouveau de la France. La voie du salut, c'est donc le rassemblement de tous les souverainistes de bonne volonté. Chacun d'entre nous le sait, tout patriote français l'attend. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, engageons-nous ensemble. Il faut du concret, des accords, une date pour agir ensemble et pas chacun dans notre coin. Il nous faut travailler, mener ensemble le combat des idées et nous engager ensemble dans les prochaines élections. À ces conditions, nous avons une chance de gagner et nous donnons une réelle chance de gagner à la France. Vive la République et vive la France!